Avant, il n'y avait rien, un terrain vague. J'ai l'impression que c'est pas fini. Et j'aime bien les histoires qui sont jamais finies, en fait. Ça pourrait être un bout de ma chambre. Je suis très bordélique, hein, j'aurais bien ça dans ma chambre. Ça a été très décrié, avec des surnoms peu flatteurs. Du genre, L'usine à gaz. l'usine à gaz. Notre-Dame de la tuyauterie. D'accord. C'est un point de repère dans Paris, comme la Tour Eiffel ou la Tour Montparnasse. On le voit, quoi. On le voit. Je me dis que si les Martiens viennent sur Terre, ils viendront se poser sur un truc comme ça, là. Si on annonçait la fin du monde si c'était la dernière journée, ou les dernières... ça peut être un lieu où monter tout en haut et s'embrasser en haut une dernière fois. C'est devenu le 3e plus beau musée au monde d'art moderne. Ah, c'est le 3e, ouais. Le premier, c'est quoi? C'est New York? New York. Bienvenue Cali dans votre Paris des Arts. Bonjour. Bonjour, on va vous découvrir un peu plus tard dans l'émission sur les planches pour vos débuts au théâtre à la Gaîté Montparnasse dans cette pièce Cowboy Moss, la gueule du cowboy. Mais avant, on va emprunter cette grosse chenille pour aller voir au centre Pompidou cette exposition, le surréalisme et l'objet. On y va? Avec plaisir. Bon, en tout cas, du Mont Canigou à Beaubourg, c'est surréaliste, non? Ouais. En même temps, Beaubourg-la-Sanson, là, ça se mérite. Je suis en train de réaliser que ça se mérite, monter jusqu'en haut. Et le Canigou, c'est pareil. Et là, on voit Paris. Ah ouais. Bah ouais. C'est beau, hein? Ah ouais. Là, ça fait pas rigoler. Ouais. C'est impressionnant. Impressionnant, hein? Mais j'ai l'impression vraiment de sortir de la boîte, quoi. Ouais. Pour moi, Paris, c'est un couvercle. Ouais. Il y a quand même un truc... Et là, on est au-dessus, quoi. C'est plutôt pas mal. Et nous voilà partis à la découverte des plus belles heures du surréalisme à travers 200 chefs-d'œuvre de Giacometti, Miro, Dali, Calder, Picasso ou encore Man Ray. Une invitation à comprendre l'importance de l'objet dans ce mouvement artistique subversif en compagnie du commissaire de l'exposition. Ah ça, c'est l'un des premiers objets cultes. C'est le fameux porte-bouteille, oui, qui a causé tant de troubles dans l'art moderne et contemporain. Pourquoi, d'ailleurs? Parce que d'un seul coup, quelqu'un arrive en disant, bon, l'art, c'est-à-dire la fabrication et le génie, tout ça, c'est de la falaise. Moi, je vais vous dire, l'art, c'est ce que je décide de nommer art. C'est-à-dire, en gros, n'importe quoi. Donc, je vais vous prendre un urinoir, je vais vous prendre un porte-bouteille, et pour moi, ça, c'est de l'art. Et mettez-vous à cogiter pour imaginer et me démontrer que ça n'en est pas. Il y a une volonté de déranger. Absolument, oui. Absolument. Ça vous plaît, ça, Cali? Ça me plaît vraiment. Ça me dérange pas du tout. La poupée a beaucoup inspiré les surréalistes. La poupée, évidemment, surtout celle-là, parce que vous voyez qu'elle est faite pour être manipulée. C'est une poupée qui se conçoit autour de rotules, et en fait, on a la tentation, comme l'artiste lui-même le faisait, de jouer avec, vraiment. Mais vous avez vu dans l'exposition, il y en a une autre que vous n'avez peut-être pas remarquée. Non, on l'a pas vue. Je j'ai pas vu, moi. Je vais vous la montrer. Ben, moi non plus. Donc voilà la petite dame. Oh mon Dieu. Oh là voilà. Ah, moi, j'ai cru que c'était... Mais non. Voilà. Bonjour. Ça, c'est la deuxième poupée. Elle s'appelle Cléa et elle est fabriquée par une société française et évidemment commandée par des types qui en font un usage que vous imaginez. C'est incroyable. Ah oui. Est-ce qu'il y a un premier objet que l'on a nommé surréaliste? C'est quoi le premier? C'est la boule suspendue de Giacometti. Voilà. Et c'est la première fois où on a nommé l'objet. C'est la première fois. C'est-à-dire que les surréalistes avaient compris qu'il fallait qu'ils s'intéressent à l'objet, mais ils ne savaient pas quoi. Si on avait juste un message à garder, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, les surréalistes, avec tous ces objets? Ils ont voulu déstabiliser le réel. Ils ont voulu nous montrer que derrière le réel, il y avait un surréel, c'est-à-dire tout un monde d'imaginaire, de désirs, de fantasmes, qui suffisait de déchirer subtilement le voile de la réalité pour nous faire accéder dans ce monde-là. Si on doit résumer quelle est la muse surréaliste par excellence, c'est évidemment l'érotisme.
Et quand est-ce qu'il y a eu une exposition reconnue du surréalisme? La première, c'était quoi? La première, c'est celle-ci, c'est celle qui est évoquée ici par ces films. Toutes les expositions surréalistes étaient sonorisées. Ce que vous entendez derrière, c'est la sonorisation imaginée en 1959 pour l'exposition Eros. Comment c'était reçu à l'époque? On me raconte, quelqu'un qui se souvient de cette expo de 59, me raconte que les visiteurs étaient très choqués et tapaient avec des cannes sur les murs de l'exposition, pensant, voilà, pour faire taire ceux qui pensaient être cachés derrière les murs. Excusez-moi, là, j'écoute. Ça va être difficile à monter, ça. Alors Cali, avant de parler théâtre, on va parler musique, on va faire un petit bond en arrière. On va parler de vos débuts. Je crois que vous vous êtes lancé dans la musique après un concert du groupe mythique U2, c'est bien ça? Oui, c'est parti de là, oui. C'était le 20 octobre 1984. Et j'étais allé voir U2 au Palais des Sports de Toulouse. Et sur la dernière chanson du concert, Bono a dit au public, il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer, alors on va mettre les amplis à fond. Et ça sifflait partout dans le Palais des Sports et ça m'a remué le ventre. Ouais. Je me suis dit, je veux faire comme le monsieur là-bas. Donc j'ai démarré avec des amis dans mon village et on faisait du bruit, on savait qu'il fallait une basse, une guitare, une batterie et on poussait des cris et c'était génial parce que c'était tellement frais quoi. La consécration, elle est venue avec cet album L'amour parfait. Ce titre, c'est quand le bonheur? J'ai envie de vous poser la question, c'est quand le bonheur, Cali? Je trouve intéressant que ça soit pas un Himalaya, quelque chose d'ultime et une quête ultime. J'aime bien l'idée d'atteindre le bonheur pendant 10 minutes et les ténèbres 10 minutes après, quoi. Ça me plaît, ça me tient en vie, ça. Et je crois que c'est ça l'idée. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est ton bonheur, c'est ton bonheur. C'est ton bonheur, c'est ton bonheur. Dans vos chansons ou sur scène, on vous découvre toujours sincère, passionné, tourmenté aussi. Vos chansons sont des cris d'amour, sont aussi des cris de révolte. On a le sentiment qu'il y a toujours pour vous une bonne raison de se révolter. Quel est l'album dont vous êtes le plus fier? La vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur. C'est peut-être celui dont je suis le plus fier, parce que je suis allé au bout de quelque chose. J'ai étalé sur la table, j'ai vomi sur la table toutes les influences musicales que j'avais au fond de moi, quoi, et que j'avais dans ma discothèque. Et je me suis aperçu que quand on sort des chapelles dans lesquelles on nous met, ça gêne souvent. Et puis c'est pas mal de gêner aussi. Un petit décryptage de ce titre incroyable. C'est un ami pêcheur qui était au bord d'un lac. Et à 6h du matin, il m'a envoyé un texto. Il devait être très heureux parce qu'il m'a écrit « Je suis heureux, la vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur ». Et j'ai répondu, tu viens de trouver le titre de mon album. Donc maintenant, cet ami aujourd'hui n'ose plus m'envoyer de textos. Il a peur que ça sorte un disque après. J'espère qu'il a eu le droit au moins à une petite dédicace. Ouais, il me dit, mais t'es con, alors c'est pas possible. T'allonger tout près, je suis ton dernier mort. Ferme les yeux, ma douce, et rappelle-toi tous les gestes brûlants. Rappelle-toi encore ma bouche crépitant dans ton ventre amoureux. Je te veux maintenant. Bon, vous êtes en tout cas ce qu'on appelle un artiste engagé. Vous militez pour de nombreuses causes, les SDF, l'enfance maltraitée, l'illettrisme. Vous avez participé à de nombreux concerts caritatifs. Est-ce que vous pensez que quand on est un personnage public, on se doit de militer, de se battre? J'ai aucune leçon à donner, chacun fait ce qu'il veut. Si je parle de moi, je crois que je regretterais beaucoup plus si un jour j'ai la chance d'arriver à 90 ans avec une barbe blanche et des petits-enfants. S'il me reste quelques souffles, je veux ne pas regretter de ne pas avoir ouvert ma bouche ou de ne pas avoir dit dire ce que j'avais au fond du ventre. Voilà, je crois que c'est ça qui est important pour moi. Après, c'est pas parce qu'on est chanteur qu'on a le droit de tout dire, mais c'est pas parce qu'on est chanteur qu'on doit fermer sa gueule non plus. Oui.
On va parler un peu théâtre. Vous faites vos premiers pas ici, à la Gaîté Montparnasse, dans cette pièce. Cowboy Mouse, gueule de cowboy. Vous n'avez pas dit oui tout de suite? Non, alors je n'avais pas du tout dans mes projets l'idée de faire une pièce de théâtre ou de jouer dans une pièce. Je suis tellement respectueux de ces gens-là, de ces acteurs, de ces comédiens. Mais quand j'ai lu les mots, je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça, je dois le faire, c'est écrit pour moi et je tuerai la personne qui prendra ma place. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Ce sont les mots? Les mots d'abord. Et ces mots-là étaient quelque part les miens. Cette bagarre dans ce couple, cet amour désespéré, c'est ma vie. Et ces moments de tendresse, c'est des moments où même d'émotions fortes, d'amour, où on se serre fort pour se pardonner tout ce qu'on s'est dit juste avant, c'est ma vie, vraiment ma vraie vie. Donc je voulais jouer ça, quoi, parce que je le joue dans ma vie tous les jours, quoi. Passe-moi cette saucisse. Mais putain, c'est tordu. Un putain de corbeau mort qui me gonfle dès le matin. Hé, hé, t'es allé trop loin sur ce coup-là, bébé. Y a rien dans mon contrat qui dit que je dois avoir comme groupie une pourriture d'oiseau noir empaillé. Oui, slack ta gueule. Bon, mais maintenant, il ne vous reste plus qu'à nous présenter celle sans laquelle cette aventure n'aurait pas été possible. Marie Barrault, qui est votre partenaire sur scène. Je crois que c'est aussi un peu grâce à elle que vous avez dit oui. Vous nous la présentez? Bonjour. 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 Marie, Cali nous a dit que c'était le rôle de votre vie. Ce rôle, est-ce que c'est vrai? C'est pas faux. Vous êtes préparée longtemps? Oui, d'abord parce que c'était une réelle nécessité par rapport à la densité du personnage et de la pièce. Et puis parce que c'était pas évident de monter un projet aussi fort, aussi puissant, aussi audacieux. Donc c'est une pièce qui a été écrite en 1971 par Sam Shepard, Patti Smith, en 2 nuits seulement. Et donc c'est un peu leur histoire qui se joue sur scène. C'est complètement leur histoire. Et ils vont vivre au Chelsea Hotel une passion folle et dévorante qui se terminera par cette pièce de théâtre qui va donc être montée sur Broadway. Ils vont l'interpréter tous les deux et au bout de la 3e représentation, Sam Shepard quittera cette pièce et Patti Smith pour retourner voir sa femme et ses enfants. Sous le prisme également de l'histoire de toute cette génération des années 71, on est en pleine guerre du Vietnam, les jeunes sont un peu perdus, ils ne croient plus ni en Dieu ni en la justice, et ils ont besoin d'un porte-drapeau. Et Patti Smith pense sincèrement que ça peut passer par la voie du rock. Oh, moi je rêve d'en être une. Oui, mais je peux pas. Ah, je veux dire, je peux pas être la sainte dont les gens rêvent à présent. Mais non, non, les gens, ils veulent un ange de la rue. Ils veulent un saint, mais avec une gueule de cow-boy. Vous jouez, Cali, vous interprétez le rôle de ce père de famille kidnappé pour devenir une sorte de Jésus-Christ du rock'n'roll avec une gueule de cow-boy. C'est un personnage qui vous ressemble? La gueule de cow-boy, peut-être. Jésus-Christ, je suis pas sûr. mais non, ça me ressemble dans le sens où j'aime bien l'idée d'être kidnappé à Paris pour jouer ce rôle-là. Le metteur en scène, Nicolas Tarin, me dit rien n'est jeté au hasard. Il faut que chaque phrase, chaque mot, chaque humeur ait un sens et une direction. Et pour la trouver, pour la chercher, moi, j'ai pas à aller chercher bien loin, quoi. Je me concentre sur mes enfants qui me manquent tellement et le fait d'être enfermé ici à Paris, loin des miens. Mais en même temps, je suis pas malheureux, hein. Ça va bien. Et pour permettre à Cali de respirer un peu dans la capitale, nous l'avons emmené au sommet du centre Georges Pompidou pour notre questionnaire du Paris des Arts. J'ai 1000 souvenirs, mais je vais garder un souvenir. J'ai été commis serveur au Moulin Rouge. Cette idée de servir une table, de lever les yeux, d'avoir des filles au sein nu et de se dire « qu'est-ce que je fous là ?» Je dirais le Père-Lachaise, le cimetière Père-Lachaise, évidemment. Là, il faut vraiment se promener là-bas parce que c'est vraiment une balade en amnésie et ça, j'adore ça. Je dirais l'étoile de Montmartre, sans hésiter, chez James. Venez passer un moment incroyable et
Il y a un mélange de poésie, de rock et surtout un accueil très 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 chaleureux. Et vous mangez très bien. Et vous êtes bien là-bas. Mes enfants. J'aime pas généraliser, mais je suis absolument pas fan du Paris Saint-Germain. La Parisienne, c'est pas une légende, est très jolie. Et je dirais même presque aussi jolie que les Perpignanaises. Je dirais les Stranglers, l'album Féline, Let's Tango in Paris. Let's Tango in Paris. Et je sais pas ce qu'elle raconte la chanson, mais en tout cas, elle me ramène à l'âge où il y avait la vie devant moi et j'avais juste envie de plonger. Le piège. Merci Cali. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les adresses de Cali sur notre site internet france24.com. Je vous dis à très vite. Let's tango in Paris.